Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un problème sous-jacent intergénérationnel? Est-ce que, de manière provocatrice, on peut dire qu'il y a une génération ou deux doit passer avant que ça soit plus ce management pyramidal, mais horizontal, avec un peu plus d'humanisme, un peu plus de cohésion, un peu plus de vision partagée et collective des uns et des autres? Alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce que j'appellerais le phénomène de l'exemplarité. Je ne crois pas qu'on peut développer de bonnes pratiques de gouvernance en chargeant les catégories intermédiaires de rapports sans cesse sur tous les aspects et en ne changeant pas son propre comportement au sommet de la pyramide, parce qu'il y a encore des pyramides quand même. Et je pense que ce que la gouvernance implique, c'est au fond cette idée qu'il faut qu'il y ait une conviction de la vérité de la démarche et des valeurs qui sous-tendent cette démarche. Et il faut que celles et ceux qui sont en charge des responsabilités eux-mêmes s'impliquent. Je ne crois pas, par exemple, à la RSE véritablement sans qu'au plus haut niveau, il y ait une implication. Qu'il s'agit de mettre n'importe quel mécanisme de reporting, d'alerte, etc. Donc, autrement dit, ça suppose, à mon avis, une sorte de vérité dans nos comportements que je trouve chez beaucoup de jeunes une exigence et que j'appuie. Je crois qu'il est bon, de ce point de vue, de se poser la question à tout niveau. Ce ne sont pas les autres qui doivent rentrer dans une bonne gouvernance. C'est chacun qui en est responsable. Deuxième chose, il faut aussi considérer que la gouvernance doit s'appuyer sur des régulations et des institutions de régulation. Et je pense que l'un des dangers de la période contemporaine, chez des jeunes notamment, c'est qu'ils ont en quelque sorte un doute sur les institutions, sur leur permanence. Le temps dans lequel ils s'inscrivent était parfois un temps de très court terme. Ils ne sont pas les seuls. Les sociétés dans le monde nous encouragent à une telle réduction du temps, mais je crois que les sociétés et les civilisations qui ont une vision de longue durée sont mieux placées dans le temps contemporain. Autrement dit, il faut absolument qu'entre générations, nous ayons des capacités de partager une dimension suffisante du temps. Il faut absolument croire que ce que nous avons construit dans beaucoup de pays, les représentations, la démocratie, ce sont des éléments sur lesquels nous nous appuyons. Je pense qu'il n'est pas convenable, n'est pas souhaitable de faire table rase de tout ce que nous avons construit. D'ailleurs, je pense que chaque pays, au fond, ne peut vraiment prendre en charge l'avenir que s'il a une certaine fierté de ce qu'il est. J'observe la fierté en Asie de certains pays, en Afrique de certains pays. Je pense qu'en Europe, il y a un problème de fierté qui se pose. Nous devons regagner une fierté avec les jeunes et au fond, une identité partagée et sans doute nouvelle, mais qui est aussi le résultat de ce passé. Donc, le syndicalisme, ce n'est pas zéro. Les organisations patronales, ce n'est pas zéro, parce que finalement, nous pouvons avoir cette idée assez facile. Pour une nouvelle gouvernance, le slogan, c'est « tous pourris » et « toutes pourries ». Non. Il y a de mauvaises pratiques, mais il y en a de bonnes aussi. Et de ce point de vue, je m'en excuse, je voudrais quand même faire un peu de pub pour l'Organisation internationale du travail. C'est le 100e anniversaire de l'OIT, et au fond, nous sentons que l'OIT est un peu menacée, le tripartisme, la façon dont on construit le consensus, mais au fond, nous devons construire sur ces éléments. Et autrement dit, l'important, c'est de maintenir la flamme des valeurs que nous avons sans brûler les territoires. Il ne s'agit pas de détruire, mais de reconstruire. Je m'en excuse. Je vous en prie. Alors, à partir de ce constat, Jean-Claude, quelles seraient, selon vous, les bonnes pratiques à mettre en place d'une manière immédiate? Alors, je pense que les bonnes pratiques, c'est de développer d'abord une intelligence collective et intergénérationnelle dans tous les domaines.
Moi, en ce qui concerne le droit, c'est indispensable. Et ça veut dire dans tous les domaines. Alors j'ai la chance de travailler dans le cadre d'une association à l'IHEDN, et nous avons des groupes de travail en ce moment qui réunissent des jeunes et des moins jeunes, des militaires et des civils, et je dois dire que là, je suis plein de confiance. Je vois des capacités de dialogue, une envie de construire, des questions qui sont posées, qui sont pertinentes. Alors, autrement dit, c'est dans ce cadre-là, je crois qu'il faut provoquer un certain nombre de capacités et nous lier pour répondre aux défis. Dans les entreprises, évidemment, je pense que l'éthique est vraiment un enjeu considérable. Pas l'éthique au sens je fais des rapports à ne plus finir et je suis dans une bureaucratie effrénée. Non. Qu'est-ce qui, au fond, peut nous réunir pour éviter notamment les pires des pratiques? Eh bien, je crois que je prends le cercle éthique des affaires, par exemple. Tout ce genre d'organisation joue un rôle important. Et dans une association, une entreprise en ce moment, je suis partie prenante dans un comité éthique et je vois comme avec force tous les âges sont concernés par le lien entre la dignité au travail, le développement durable et la bonne gouvernance de l'entreprise. Et je crois que ce sont ces liens-là qu'il faut utiliser, au fond quand même, avant tout, pour redonner des capacités de travailler ensemble et une confiance dans le monde. D'accord. Alors, nous arrivons bientôt à la conclusion de notre émission. On a parlé beaucoup d'intelligence, intelligence normative, intelligence collective. J'aurais bien voulu aussi, William, vous entendre sur l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, oui, en l'intelligence entreprise, humaine. Au cœur de la gouvernance. Oui, parce qu'on oublie qu'il y a aussi ce facteur, bon, qui n'est pas le seul, parce qu'on a compris qu'il y a des centaines de facteurs, des milliers peut-être plus de facteurs déterminants et qui secouent aujourd'hui l'entreprise de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, alors ça veut tout dire et n'importe quoi quelquefois, mais je dirais que si on la considère sous l'angle de la substitution de l'intelligence humaine par le robot ou la machine, là c'est déjà un peu plus inquiétant, je dirais que oui, il y aura quand même quelque chose de cet ordre-là, et on est déjà en plein dedans, c'est-à-dire que ce que je crains quand même, c'est qu'il y ait effectivement cette substitution progressive, et ça, on y va, et c'est peut-être le monde qu'on souhaite, puisque nous cliquons tous les jours sur nos smartphones, après tout, donc nous sommes nous-mêmes en train de construire ce monde. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que cette substitution de l'intelligence humaine va aussi nous interroger nous-mêmes sur notre capacité à suivre le rythme de machines qui iront de plus en plus vite et aussi vite que nous. Ça veut donc dire qu'à un moment ou à un autre, nos savoir-faire, nos connaissances, apprises à l'école pour les plus jeunes ou ailleurs, vont être très rapidement, pour certains métiers, et en particulier, je dirais pour les métiers peu qualifiés aussi, vite dépassés. Obsolètes. Et quand je dis rapidement, quelquefois, en un mois, c'est fini, tout ce que vous avez appris, il va falloir remettre à zéro. Ça veut donc dire qu'il va d'abord avoir une utilité que nos intelligences individuelles, au sens large du terme, d'accord, puissent se développer à un point tel qu'on puisse suivre le rythme de ce développement. Il n'est pas dit que les entreprises, aujourd'hui, accompagnent leurs salariés à cette capacité d'apprendre tout au long de leur vie, voyez, et à développer cette capacité à rebondir, premièrement. Et deuxièmement, seul, on a bien compris, on n'y arrivera pas. Donc, toutes ces intelligences artificielles vont certainement nous interroger sur notre capacité collective à pouvoir repenser nos modèles, s'adapter à des accélérations que la machine elle-même va provoquer, dans un contexte quand même où, je rappelle, sans être pessimiste, où dans les années qui viennent, il y aura quand même quelques cases sociales majeures, avec un rebond potentiel et de vraies questions de fond qu'il va falloir poser. Le rôle de l'entreprise, quel est-il aujourd'hui? Le rôle de l'État, quel est-il? La gouvernance va de toute façon être sollicitée, me semble-t-il, par des questions fondamentales. Son rôle dans un système en crise, comment rebondir face aux crises qui vont advenir bientôt, notamment celle de la substitution des hommes par les robots, quelle employabilité des salariés, quelle formation, quel accompagnement. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de questions fondamentales qui vont se poser avec l'intelligence artificielle notamment, dans sa substitution, dans ses
conséquences à terme. Vous connaissez quelques statistiques, hein, on dit-on, nos enfants, en tout cas ceux qui sont à l'âge de seconde aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, occuperont pas moins de 5 fonctions différentes. On sait aujourd'hui, par exemple, aussi, même chose, que la plupart de ce que nous faisons en tâches courantes, ça illustre un peu, au quotidien, va être substitué en quasi-totalité par les robots d'ici 2025, par les robots et l'automatisation. Donc, préparons-nous à tout cela, d'accord, anticipons cette transformation, mais ne subissons pas nous-mêmes ce que nous sommes en train de créer. Enfin, il y a quand même un paradoxe très bizarre. On crée une société qui est en train de s'effondrer ou qui souhaite rebondir, mais de manière collective. Peut-on voilà, poser la question. Donc, si je te suis, et je pense que c'est très essentiel, la gouvernance est un point de passage obligé pour relever les défis de l'adaptation au changement extrêmement rapide que nous allons avoir. Et au fond, quand même, probablement une incitation à réfléchir à nos valeurs fondamentales. Car au fond, la question qui est posée dans le monde contemporain, c'est de savoir ce qui est notre véritable raison de vivre et notre articulation avec les autres. Et c'est vrai que ce développement des nouvelles technologies a isolé beaucoup les individus. Je pense que sans doute des approches très individuelles, individualistes, voire égoïstes, se sont développées qui rendent peut-être plus difficile la gouvernance au sens institutionnel et collectif. Finalement, comme juriste, je ne peux pas m'empêcher de penser que la gouvernance nous incite à réfléchir à ce qu'est vraiment l'ordre public. Car il faut un droit dur, un droit qui protège et qui affirme nos valeurs, parce que nous sommes en présence aussi d'un risque de désespoir, d'abandon et d'une certaine façon de rejet des bonnes pratiques de gouvernance de façon générale. Un droit dur, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je dirais pas que, je dirais droit dur, oui, parce que dans un monde qui bouge aussi vite, à un tel rythme, avec tous les impacts qu'on ne peut même pas anticiper, je ne suis pas sûr que le droit lui-même puisse anticiper en permanence un certain nombre de problématiques qui viendront à venir de manière systématique par des articles à profusion, mais ça pose la vraie problématique d'un droit dur solide qui va poser des bases essentielles, des principes qui vont être essentiels à la protection de tous dans ce monde qui bouge, tout en peut-être, je dirais, laissant une marge plus large aux acteurs de contribution, de création, vous voyez, c'est tout le paradoxe du dur avec le souple. Est-ce que ces deux éléments se combinent ou est-ce qu'il faut du dur pour tout régir? Bon, évidemment, je ne pense pas. Il faut quand même cet espace. Je pense qu'il faut quand même cette souplesse. Tout d'abord, la distinction auquel les Françaises croient beaucoup quand même, le dur et le mou. Il y a le dur très mou et le mou qui peut être dur. Donc je me méfie beaucoup de cette distinction. Mais il y a une chose, à mon avis. La bonne gouvernance va passer par une lutte contre l'hypertrophie des normes. Je crois qu'il est important que nous sachions ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être appliqué et ce qui est peut-être laissé à l'initiative de chacun. Mais ce qui est certain, c'est que je ne crois pas au droit dur qui s'appliquerait seul par sa seule existence. Le droit dur implique une adhésion, une pédagogie, pas de normes effectives sans qu'elles ne soient acceptées. Eh bien, merci messieurs pour cette conclusion. J'espère que vous avez pris du plaisir à ce débat, comme nous, comme les intervenants autour de cette table, sur la gouvernance en entreprise, vaste sujet. Elle a déjà commencé pour les uns, certains ont pris du retard. À titre personnel, je pense qu'on ne va pas suffisamment loin et suffisamment vite, mais nous devons bien évidemment prendre en considération les générations, les envies. Est-ce qu'on doit y mettre un cadre juridique strict, tout en y mettant bien évidemment des normes humaines et humanistes? C'est un vaste sujet, nous aurons bien évidemment certainement l'occasion d'en reparler. En ce qui me concerne, moi, c'est un vaste sujet qui nécessite d'être approfondi. Je suis partagé entre un cadre juridique strict, peut-être un peu plus sévère sur certains secteurs industriels, et peut-être un peu plus de souplesse sur ce qui est en train de se pratiquer, parce que des bonnes volontés, je veux dire, sont en train de se mettre en place un petit peu partout. On va rester sur une note optimiste en se disant que même si les générations futures n'auront pas
ce que les plus anciens autour de cette table ont connu. Quoi qu'il en soit, restons optimistes sur la gouvernance en entreprise et faisons confiance à nos dirigeants et surtout les salariés. C'est à eux de monter aussi un petit peu au créneau. Merci, à bientôt. Merci.